Et donc, bienvenue dans ce premier chapitre de ce rendez-vous juridique, l'émission juridique, deuxième épisode. On parle de la vie client et je suis bien accompagné pour parler au sein de ce premier chapitre de la vie client, puisque je suis avec Amira Bounedjoum, qui est avocate au sein du cabinet Simon Associés. Bonjour Amira. Bonjour. Et avec Grégory Regoubi, le président de l'entreprise Plus que Pro. Bienvenue. Bonjour. Grégory. On va commencer avec vous, Grégory, puisque vous êtes l'un des précurseurs de la vie client en France. La première question que j'ai envie de vous poser, c'était comment la vie client il y a 10 ans ? C'était pas grand-chose. C'était même pas encore à ce stade un artifice marketing, parce que peu avaient compris l'importance de capitaliser sur la satisfaction de leurs clients. TripAdvisor, c'est par exemple construit en 2000. On peut dire incontestablement qu'ils ont commencé à éduquer petit à petit, à évangéliser un marché et à faire comprendre, pour l'exemple des restaurateurs, qu'ils étaient plus forts et plus puissants que le Goemio ou que le guide Michelin. Et donc, entre effectivement le palais, perfectionné, habile et expérimenté d'une personne qui ne fait que ça, et monsieur tout le monde qui découvre le restaurant, monsieur tout le monde préfère avoir les avis d'autres personnes comparables, et ça a été le début de l'évangélisation des avis clients. Entre-temps, on a découvert que 44%, voire 50% des avis étaient faux, parce que donnés par n'importe qui, surtout par des personnes qui n'étaient pas des consommateurs. Et vient ensuite la deuxième étape, l'avis client contrôlé. Et c'est en ce sens que l'on fait partie des précurseurs, parce qu'on s'est tout de suite dit d'avoir des avis clients, oui, mais seulement si ça s'appuie sur ce que l'on appelle la robustesse du vrai, à savoir des véritables retours d'expérience de consommateurs, bons ou moins bons, tant qu'ils sont clients. Donc on est vraiment parti de loin, mais le marché s'est construit, c'est domestiqué. Et aujourd'hui, c'est une adoption totale des consommateurs, puisqu'ils sont 9 sur 10 à consulter des avis clients avant d'acheter, et qui plus est, dans un domaine dit anxiogène. Pour finir, le paradoxe, c'est que l'avis client n'a pas démarré dans les sujets les plus importants, parce que quand je reprends l'exemple d'un TripAdvisor, on était sur 8-10 euros de panier moyen. Et pourtant, aujourd'hui, c'est déjà 1 milliard d'avis. Donc comment un sujet qui construit ou qui a permis de construire 1 milliard d'avis, alors qu'on n'est pas sur un sujet qui va remettre en cause la santé financière d'un foyer, ne peut ne pas basculer sur ce qu'on appelle les achats anxiogènes, les achats engageants pour les foyers. Alors justement, la question aussi que je me pose, c'est que est-ce que les professionnels et les consommateurs, est-ce qu'ils ont la même appréhension de la vie client ? Comment ils se positionnent ? Aujourd'hui, pour reprendre effectivement mes propos, pour le consommateur, c'est essentiel. C'est devenu un non négociable. D'ailleurs, quand on l'interroge, il dit plusieurs choses intéressantes. Il dit même que si une entreprise est de qualité, elle doit se faire interroger. Ils disent même, dans 82% des cas, on a mené une enquête IFOP sur le sujet, est-ce qu'une entreprise peut être sérieuse et transparente si elle n'est pas engagée dans une démarche à long terme ? Pourquoi ? Parce que l'avis client, ce n'est pas une photo, c'est un film. On peut très bien et tous montrer une photo d'un jour où on a été marié et pourtant ne plus l'être aujourd'hui. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de partir en vacances dans un hôtel dont les avis datent d'il y a quelques années ? Est-ce que quelqu'un pourrait faire ça ? Pour autant, les vacances, comme le repas, c'est un sujet important, mais ce n'est pas un sujet vital. Il manque aujourd'hui 450 € un foyer moyen pour vivre confortablement. Donc, monsieur tout le monde n'a pas la liberté financière de se tromper. Le pas cher peut coûter très cher. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu stratégique pour eux d'avoir cette réassurance et cette preuve que l'entreprise fonctionne dans la preuve. Donc, une différence forte entre le consommateur qui dit c'est un non négociable et le dirigeant qui, petit à petit, découvre que ce n'est pas un problème, mais plutôt un levier s'il le prend sous le bon angle. En fait, aujourd'hui, ils subissent beaucoup ce que l'on appelle des avis de contestation. Donc aujourd'hui, souvent, le dirigeant considère que les seuls qui s'expriment, et il est vrai, sont des gens mécontents, surtout en France, dans notre philosophie. Mais si on industrialise la récolte de la majorité silencieuse, satisfaite, l'entreprise qui a un savoir-faire peut désormais le faire savoir. Mais pour cela, il faut être dans une démarche proactive. Donc il y a encore un travail d'éducation pour le professionnel, alors que pour le consommateur, c'est déjà acquis depuis longtemps. Qu'est-ce que les professionnels en fait, ont compris ces dernières années qu'ils n'avaient pas compris il y a 5 ou 10 ans ? Ils ont compris que tout était plus dur et ils ont compris que le rapport de force, ils ne pourront plus le changer. Au départ, on a tous une résistance au changement, surtout quand il est potentiellement de prime abord en notre défaveur. Le dirigeant n'ayant pas tout de suite compris l'effet levier de la vie client, il n'a pas tout de suite compris, mais c'est légitime parce que c'est un grand professionnel dans son domaine, mais ce n'est pas forcément un spécialiste de la digitalisation, des nouveaux usages du consommateur. Il faut à minima comprendre le consommateur et il faut surtout comprendre la peur qui est la sienne. Combien de consommateurs ont commandé une piscine et se sont vus livrer une baignoire ? Combien effectivement ont été abusés ?
Combien y a-t-il d'erreurs au quotidien? Combien ont perdu leurs acomptes? On a à peu près tout promis aux consommateurs. Le linge plus blanc que blanc, le produit lessiviel qui y en a plus, il y en a encore, les alicaments censés soigner vos maux gastriques. Enfin bref, les marketeurs ont tellement rivalisé d'imagination et de savoir-faire qu'ils ont réussi à faire croire à n'importe qui, n'importe quoi. Le consommateur en est revenu. Et ça, le dirigeant l'a pas tout de suite saisi. Il n'a pas compris que son coût d'acquisition était de plus en plus élevé sur un lead. Il n'a pas compris que son taux de transformation était de plus en plus faible. Mais je vous donne un dernier exemple. Quand le dirigeant d'entreprise, parce que souvent on parle de la TPE, 96% des entreprises en France sont des TPE, monsieur le dirigeant d'entreprise fait presque tout dans son entreprise. Quand il part un vendredi soir à 17h pour faire un devis, qu'il a une demi-heure de voiture, qu'il est 1 heure ou 1 heure et demie sur place, qu'il a de nouveau une demi-heure pour le chemin retour et qu'il ne rentre pas le devis, il ne chiffre pas toujours ses heures. Pour autant, le temps c'est un stock, on ne peut pas le récupérer et ça vaut de l'argent. Donc il ne s'est pas tout de suite rendu compte qu'en promettant, il doit remiser, alors qu'en prouvant, il peut marger. Mais souvent parce qu'il n'a pas de marge, il ne peut pas payer ses collaborateurs dans de bonnes conditions. Comme il ne paye pas les collaborateurs dans de bonnes conditions, quand on lui demande est-ce que vous arrivez à recruter, il dit non, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que son entreprise n'est pas attirante, parce que les candidats pour le recrutement regardent la qualité de l'entreprise. Quel bon collaborateur voudrait travailler dans une entreprise dont on ne sait rien, ou pire, dont on sait de mauvaises choses. Donc maintenant, il commence petit à petit, enfin, à prendre conscience de tous les effets de bord négatifs que ça a, et surtout des effets leviers que cela construit quand c'est bien utilisé et quand on remet le consommateur au centre de tous les débats. Pour compléter, peut-être, ce qu'on constate aussi, c'est que les professionnels prennent vraiment conscience qu'ils n'ont plus à subir l'avis client. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on subissait, donc on découvrait l'apparition d'un avis et on ne faisait pas grand-chose. Petit à petit, on a commencé à s'en préoccuper un peu plus et à y répondre. Donc même juridiquement, on a des droits de réponse. Donc on voit de plus en plus de professionnels qui se disent il vaut mieux maintenant répondre et ne pas laisser un avis, quel qu'il soit, surtout quand il est négatif, sans aucune réponse. Donc ils viennent rapporter eux aussi en tant que professionnels leur propre expérience avec tel ou tel client qui s'est exprimé vis-à-vis de leurs produits ou de leurs services. Et puis cette tendance, on voit qu'elle continue puisque au-delà même de simplement, on va dire, répondre à un avis, pour ne plus les subir, on voit aussi de plus en plus de professionnels essayer d'être un peu plus proactifs. Et quand on voit des sites, des plateformes qui permettent, qui créent notamment des profils professionnels pour recenser tous les avis clients qui pourraient concerner telle ou telle entreprise, on constate qu'il y a quand même de plus en plus de professionnels qui essaient de revendiquer cette page pour en prendre le contrôle et essayer d'être un peu plus proactifs dans la collecte de ces avis clients. Alors, moi, j'ai une question. Il y a une évolution aussi, j'imagine, pour les avis. Est-ce que les avis d'aujourd'hui sont les mêmes avis qu'hier? Est-ce que les gens s'expriment de la même façon? Alors, ils sont beaucoup plus précis et beaucoup plus complets pour plusieurs raisons. Déjà, petit 1, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient désormais une audience. Mais là aussi, c'est lié à l'évolution du web. Si on prend le web 1.0, on était sur un web descendant. Donc, c'était simplement une information qu'on pouvait trouver. Sur le web 2.0, on est effectivement sur un partage d'informations. On est sur le début de la vie client, le début des forums, le début de la communication. Mais le début de la communication, le début de la vie client, c'est aussi la remise en cause du vendeur. C'est aussi la remise en cause du savoir de l'entreprise. Avant, jadis, quand un professionnel venait chez vous, il était le sachant. C'était très compliqué pour monsieur tout le monde de remettre en cause les dires, la compétence. Est-ce que si on vous installe une pompe à chaleur 8 kW sur une maison qui a un mur de 40 cm, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, est-ce que c'est beaucoup, quel est le calcul du coefficient G, comment je fais pour le calculer? Aujourd'hui, toutes ces informations, vous les retrouvez sur le web. Et j'ai même pas besoin de parler de ChatGPT ou d'intelligence artificielle qui vient encore redistribuer les cartes. Donc désormais, le rapport de force en termes de compétences s'est rééquilibré. Il est même souvent au profit du consommateur qui a plus de temps et qui sait aujourd'hui plus de choses sur la voiture qu'il va acheter parce qu'il l'a configurée à plusieurs reprises versus le vendeur qui lui fait pas toujours attention et qui est parfois, en étant caricatural et avec un peu d'humour, plus attentif à sa commission que sur les caractéristiques techniques ou sur le délivré du produit. Le consommateur peut aussi simplement demander. Je vous donne l'exemple et je reste sur l'exemple de l'automobile. Quand vous rentrez dans une concession et que vous lisez 8 km au 100, 12 km, enfin, qu'importe le véhicule, si vous demandez à 100 consommateurs qui utilisent ce véhicule et qui ont fait des milliers de kilomètres avec, je peux vous assurer qu'aucun consommateur n'a jamais consommé ce qui a été écrit dans la concession. Donc c'est la différence entre la théorie dans la vente et la réalité constatée du consommateur. Et ce que veut aujourd'hui le consommateur, c'est ça qu'il achète.
c'est ce qu'il va avoir, combien il va vraiment économiser avec sa pompe à chaleur et combien il va véritablement consommer avec sa voiture. Donc ça remet la vérité au centre du débat et c'est de cette manière-là qu'on touche le cœur du consommateur, en lui disant la vérité, en étant transparent. Alors, on a bien saisi l'importance de l'avis client aujourd'hui dans la manière de consommer. Il y a une profusion un petit peu d'avis clients aujourd'hui. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'il va y en avoir de plus en plus? Quelles sont un peu les évolutions? Comment vous imaginez les choses? Alors, il y a une partie qu'on n'imagine plus, qu'on a vécue, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure. C'est vrai que quand on le dit, nous on est précurseurs, mais dans les avis clients contrôlés, dans le fait qu'on ne puisse pas déposer un avis sur notre plateforme ou sur l'un de nos adhérents sans être effectivement un véritable avis, sans être un avis client d'un véritable client. Donc on fait des contrôles de la facture, on a pour respecter la norme ISO sous laquelle on est processé à peu près 350 points de contrôle. On va mettre les avis clients dans une chaîne, dans une blockchain pour éviter effectivement que l'avis puisse être modifié. Je donne souvent la même image. On mange les enfants à une virgule près, le repas du soir ne coûte pas le même prix. Donc à un moment donné, qui dit que l'avis client n'a pas été modifié? C'est un enjeu. Au départ, on se souciait simplement de savoir est-ce que c'est un véritable client. Maintenant, il faut aussi savoir si l'avis n'a pas été modifié. Depuis que l'on a compris que l'avis client était puissant, certains veulent l'instrumentaliser et le transformer en outil marketing. On est donc désormais dans l'ère, on doit empêcher cela. Et le consommateur n'en veut plus. Donc je pense que la suite logique, c'est celle que l'on vit déjà, c'est d'avoir de plus en plus de sécurité et que ce soit plus naturel pour tous de communiquer sur des véritables avis. Google et Amira en parlera certainement mieux que moi. Ils affichent désormais qu'ils ne contrôlent pas les avis, mais c'est relativement récent. La DMA sur le fait que la position de Google sur les avis est une position anticoncurrentielle et qu'on ne peut pas continuer à mettre en avant des avis qui d'ailleurs ne sont pas des avis clients, puisque vous pouvez avoir dit bonjour à quelqu'un et mettre un commentaire sur le sujet. Donc on ne sait plus ce que c'est en fait. Tout ça est en train d'être revu au profit d'une substantifique moelle qui devient de plus en plus qualitative et qui permet de mettre les meilleurs en lumière, mais les moins bons également, pour que je puisse savoir avec qui je dois commander, mais surtout avec qui je ne dois pas le faire, avec qui je vivrai mon rêve, avec qui j'évite le drame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un juge médiatique qui est le juge public. C'est l'avis client. Merci beaucoup. Amira, moi j'ai une question. Cette place de l'avis client, est-ce que ça a une traduction juridique aujourd'hui ? Alors, évidemment, ça ne peut qu'avoir une traduction juridique puisque de toute manière, le droit et l'évolution du droit est censé refléter l'évolution de notre société. Donc dès lors que l'avis client prend une place importante dans notre vie, dans cette société, évidemment, le droit va aussi s'en saisir. Le droit est en revanche très souvent en retard puisqu'il faut d'abord constater la tendance avant de commencer à légiférer. Donc, pendant très longtemps, juridiquement, on avait un cadre qu'on reverra un peu plus en détail tout à l'heure, mais qui était très générique et qui concernait juste les contenus en ligne, quels qu'ils soient. Donc ça pouvait être un avis client, comme ça pouvait être n'importe quel autre type de contenu. Maintenant, on voit que d'un point de vue législatif, on a de plus en plus de réglementations qui viennent créer un arsenal juridique pour justement encadrer cette nouvelle tendance. D'autant plus que quand on a des tendances, forcément on a des tendances qui sont plus positives et d'autres un peu plus négatives avec justement plein de dérives. Et l'avis client, il n'échappe pas aux dérives qu'on constate aujourd'hui puisque comme on vient de vous le dire, l'avis client peut et malheureusement assez souvent instrumentalisé. Et donc c'est ce qui explique pourquoi le droit essaie de s'en saisir pour essayer de moins en moins l'instrumentaliser. Et petite anecdote, dans l'instrumentalisation, on voit bien que, outre le caractère purement marketing pour attirer des clients, pour véhiculer une image ou un message commercial, on voit aussi une tendance où l'avis client, parce qu'il a autant de place et autant d'importance, on l'utilise presque comme une arme. Et on voit bien, nous, dans les décisions, on commence à constater qu'il y a des décisions où on relate des faits où on va utiliser l'avis client comme une arme. Donc, on va vous demander de faire quelque chose, et puis si vous ne le faites pas, le nouveau chantage, c'est que je vais aller publier 5, 10, 15 000 avis clients qui vont être négatifs, qui vont vous concerner et qui vont mettre à mal votre offre de produits ou services. Merci beaucoup Amira, merci à mes deux intervenants pour ce premier chapitre consacré à l'avis client. Vous êtes toujours dans l'émission juridique proposée par Simon Associés. Je vous propose maintenant de passer au chapitre 2. On était sur le juridique, on va y rester puisqu'on va parler du cadre légal de l'avis client. À tout de suite.